Aujourd'hui, à Dépendance au cœur des proches, un projet balado présenté par la Maison Jean Lapointe, j'ai l'immense bonheur de recevoir Jean-Marie et Anne-Élisabeth Lapointe. Ça a été une entrevue tellement intéressante. J'étais tellement contente de les recevoir. Pour moi, ils sont très... c'est des personnes qui sont très importantes, qui ont été aussi importantes là, dans le développement du projet, si je pense par exemple à Anne-Élisabeth. Donc, j'étais très contente d'entendre leur histoire. Également, j'aimerais vous rappeler que si vous avez besoin d'aide, si vous passez au travers d'une période plus difficile, la Maison Jean Lapointe a des outils à l'interne, comme par exemple le programme d'aide à la famille et à l'entourage qui est à votre disposition. N'hésitez pas à leur écrire, ça va leur faire plaisir de vous aider et de vous outiller. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Anne-Élisabeth, Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je suis très contente de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes quand même des personnes... Anne-Élisabeth est une personne très importante dans le projet là, qui s'est impliquée aussi. Ça reste la DG de la Maison Jean Lapointe. Ça aussi. C'est Madame la DG. Je suis très heureuse, très reconnaissante aussi que vous ayez accepté l'invitation. Puis donc, c'est ça, d'entrée de jeu. Ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de venir partager votre histoire? Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Pourquoi vous me regardez? Priorité ou madame? Ah oui? Allez, Anne-Élisabeth. En fait, tout le projet en partant, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle rarement des proches, de ceux qui sont autour, qui gravitent autour de quelqu'un qui a un problème de dépendance. On leur donne pas beaucoup la parole, on les voit pas. Ils sont beaucoup dans l'ombre, mais pourtant, ces gens-là ont une histoire à raconter. Ces gens-là souffrent aussi. Puis ils sont importants dans le parcours aussi de rétablissement. Donc, je pense que c'est pour ça. Puis pourquoi, avec Jean-Marie, je pense que c'est intéressant de discuter aussi qu'on a eu les mêmes parents qui ont vécu les mêmes problématiques, mais nous, on ne l'a probablement pas vécu de la même façon, réagi de la même façon. Et je pense que de bien comprendre aussi que comme on peut être affecté différemment, j'ai l'impression que ça peut être intéressant pour les gens d'écouter ça. Absolument. Oui, les dynamiques changent selon notre âge. Tu sais, de la façon où moi j'ai vécu, je suis un peu plus vieux qu'Anne-Élisabeth. Donc, à 5-6 ans, j'ai des événements marquants. Mais moi, quand j'ai 6, ça en a à peine 1 ou 2, tu sais. Donc, c'est clair que... Je suis pas née, Jean-Marie. Je suis même pas née. Elle est dans le déni, ça y arrive souvent, ça. C'est un des comportements qu'elle a à travailler beaucoup. Mais, tu sais, je pense que j'ai vécu des choses différemment, mais en même temps, l'occasion d'en parler, puis de pouvoir, j'ai l'impression, faire rayonner aussi le rétablissement de la maison, notre implication à la fois à la Fondation et à la Maison de notre Père. On se dit, bien, c'est une belle visibilité aussi pour la mission de notre Père. Et c'est important parce que souvent, quand une personne est vivante puis elle parle de son projet, bien, notre père, c'était le porte-parole de la maison de la Fondation, mais là, il n'est plus là. Donc, c'est important de continuer. Alors, Élisabeth le faisait déjà depuis des années comme directrice générale, mais moi, j'ai pris un petit peu plus de responsabilité au sein de la Fondation avec certains événements comme le célèbre défi 28 jours sans alcool de la Fondation. Alors, pour moi, c'était un naturel de prendre un petit peu plus un rôle plus, mettons, marqué. Mais juste le fait d'en parler, il y a des gens qui vont dire « Ah, shit, c'est le fun parce que vous représentez ce que nous, on vit dans l'isolement, dans la noirceur, dans le doute, dans la tristesse. » Donc, je pense, en tout cas, si ça peut aider les gens à cheminer, tant mieux, mission accomplie. Oui, c'est très exhaustif. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette... Puis, c'est ça, là, vous avez parlé de votre père beaucoup. Mais vous, comment ça s'est installé exactement? Quand est-ce que vous avez eu conscience que la maladie faisait partie de votre famille? Parce qu'il y a votre mère aussi qui avait des enjeux de consommation, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, mais notre mère a commencé à consommer beaucoup plus tard. C'est ça. Alors, c'est sûr que si on regarde l'alcoolisme de notre père, bien, comme le dit Jean-Marie, moi, j'étais vraiment tout petite. Et puis, notre père a arrêté de consommer, on était quand même jeunes. Alors, c'est sûr que Jean-Marie a des souvenirs très précis par rapport à la maladie de papa. Moi, j'en ai pas. Alors, c'est sûr que mon histoire peut pas être la même que celle de Jean-Marie. C'est sûr que
peut-être contrairement à Jean-Marie, c'est sûr que j'étais quelqu'un de très, très anxieux. J'étais quelqu'un qui n'était pas bien. Mais pourquoi je n'étais pas bien, je n'étais pas capable de le nommer. Parce qu'en plus, notre mère faisait tout pour le cacher puis pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas affecté. Mais les enfants, c'est des éponges. Moi, j'ai grandi avec une anxiété omniprésente que je pensais que tout le monde vivait, là. Fait que le jour où mon anxiété s'est atténuée, puis que j'ai compris qu'il y avait des gens qui vivaient sans anxiété, j'ai fait « OK, je pense que j'ai un peu de travail à faire. » Puis c'est là qu'on recule un peu puis qu'on réalise que malgré que j'ai pas vu papa en état d'ébriété, j'étais pas consciente que l'alcool faisait partie de sa vie puis que, bon... je ressentais quelque chose, mais je n'étais pas capable de mettre mon doigt dessus, alors que peut-être que Jean-Marie a une toute autre histoire à raconter. Absolument. Je me souviens très bien que quand papa avait une bière devant lui, j'ai des souvenirs très clairs, j'ai 5-6 ans, et je le sais que papa a des drôles de comportements. Il y a des façons d'agir différentes que quand il n'y a pas de bière devant lui. Puis même s'il buvait en cachette, on le voyait dans son bureau. Je descendais pour aller jouer au sous-sol, puis je voyais que le bureau de papa, la porte était ouverte, puis je voyais qu'il y avait, mettons, de l'alcool devant lui. Et c'était très clair que quand papa ne buvait pas, wow, c'était une toute autre personne. Donc, ce qui est intéressant, puis je pense que ça touche le mot résilience que tu connais pas du tout quand tu as 5-6 ans. Non. Mais cette espèce de quête d'espoir-là que tu te dis, OK, je sais que papa va revenir papa. Tu sais, quand il va plus boire. Et en même temps, quand papa buvait, j'aimais pas ses comportements, j'aimais pas ses agissements, ses paroles, le kit, puis tout ce que tu dis comme anxiété, moi aussi, je le vivais, tu sais, cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de ta tête, puis je dis, bon, ça va être quand la prochaine rechute, la prochaine chire de papa, puis le kit. Donc, je vivais avec cette angoisse-là que ça allait nous tomber dessus. Alors, il y avait ça aussi. Donc, à la fois, j'aimais pas papa quand il buvait, j'aimais pas ses comportements, mais la nuance est importante, c'est que j'ai toujours aimé mon père. J'ai jamais arrêté de l'aimer. J'aimais l'homme, mais je n'aimais pas ses comportements sous l'influence. Donc, ce qui fait que j'avais toujours cet espoir-là. Puis, Elisabeth l'a dit tantôt, notre mère, c'est arrivé plus tard. J'ai des souvenirs quand on faisait... Ma mère était une rassembleuse. Il y avait des parties de famille, des parties des élections, des fêtes à Noël. Puis si maman prenait un verre de vin, c'était un vin joyeux. Je voyais pas maman se désorganiser. C'est arrivé beaucoup plus tard, pas loin de la quarantaine, que là, c'était plus drôle. Là. C'était plus de la consommation festive. Oui, on était ailleurs. Là. Ah, complètement. Puis, juste pour ajouter, c'est que, tu sais, pour Jean-Marie, ce que je trouve plate, c'est de pas savoir... C'est que, tu sais, comme moi, je n'étais pas consciente de ce qui se passait. Alors que Jean-Marie l'était, puis de pas savoir qui tu vas retrouver, quel genre de papa, tu sais, je trouve que ça a un impact vraiment important, là. Alors que pour moi, je voyais jamais papa. Puis les fois que je le voyais, bien, il était de bonne humeur. Ça allait bien. Oui, mais c'est sûr que je peux pas dire que je l'ai vu beaucoup les années où il a bu, parce que on arrivait de l'école, souvent il dormait ou il était déjà parti. On se réveillait le matin, il dormait. Ou il n'était pas rentré. Il était peut-être pas rentré, on ne le sait pas. Mais tu sais, c'était ça. Mais je trouve que quand tu es un peu plus vieux, ce qui est difficile, c'est ça, c'est de pas savoir. Alors que ça, je l'ai vécu avec maman, où... Tu sais, tu rentres à la maison, puis t'es là, bon, OK, dans quel état on l'a retrouvé? C'est ça qui est angoissant, puis qui fait aussi que cette anxiété-là est là, persister dans ma vie. Puis, tu sais, on parle souvent de la honte qu'un enfant peut ressentir par rapport à ses parents. J'ai pas eu honte tant que ça de mon père parce que j'étais tout petit, tu sais. Surtout quand il a arrêté de boire, ça n'a pas été long qu'il a fondé la maison puis la fondation Jean Lapointe. Donc, tu peux pas avoir honte. Impossible. Yes, c'est le contraire. Tandis que ma mère, je suis un jeune adulte. Je suis fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, à 20 ans. Là, tes amis viennent à la maison, puis là, tu vois ta mère se désorganiser. Tu dis... Du jour au lendemain, on n'a invité personne. Là. Alors que nous, c'était une porte ouverte, puis tout le monde venait, tout le monde avait hâte de voir ma mère aussi. Ben oui. Puis, tu sais, c'était toujours le party chez nous. Puis du jour au lendemain, c'est comme, t'invites plus personne, parce qu'effectivement, la honte, malheureusement, embarque, alors que tu comprends... Moi, je comprenais pas trop. Maman a commencé à
à boire vraiment de façon beaucoup plus soutenue. Elle avait 45 ans. C'est ça. On vivait encore à la maison. T'habitais-tu encore à la maison? J'étais sur le bord, moi. C'est-à-dire que là, la maison avait été vendue, la maison familiale à Outremont avait été vendue pour avoir un condo dans lequel ils ont vécu pendant 2-3 ans. Puis j'ai déménagé dans ce condo-là pendant quelques mois. Puis à un moment donné, je n'étais plus capable de voir ma mère parce que papa, à ce moment-là, amorçait une carrière en Europe. Okay. Donc, il commençait à faire des petits voyages. Il s'installait. Il voulait faire une démarche en Europe pour sa carrière. Mais maman buvait, là. Alors, tu sais, moi, là, tout ce que je voulais faire, c'était de fuir. Alors, quelque part, j'ai compris aussi que papa, ça devait être épouvantable pour lui de voir ma mère, sa femme, se désorganiser. Donc, probablement que pour sa survie, lui aussi, il avait besoin de sortir de la maison. Non, ben, il tournait des films, il faisait des spectacles. Non, il était occupé, là, papa. Là. Et il voulait s'occuper parce que quand tu rentres à la maison, si nous, on ressentait de la peine, de l'anxiété, de la honte, comment lui, il devait vivre ça? Ben oui, parce que lui, il est avec elle 24/7. Puis il était abstinent, là. Ben oui. Puis côtoyer une personne dépendante qui consomme, ça peut te donner soif, ça, là. Puis, oui, parce que même à un moment donné, je me rappelle, papa, il m'avait dit, un moment donné, tu dis, tu sais... m'a faire comme elle, m'a aller faire la même affaire qu'elle. C'est sûr qu'il a dû avoir envie de consommer et se sentir tellement impuissant, alors que là, la maison puis la fondation existait depuis peut-être 5 ans. T'arrives pas à aider ta propre femme. Là, c'est un deuil aussi de, tu sais, quand vous parliez de comme... Parce que dans les premières années de sa vie, dans le fond, votre mère, elle avait pas d'enjeu de consommation, puis c'est arrivé plus tard. C'est arrivé beaucoup plus tard. Donc, c'est quand même, pour un enfant... Quand ça arrive plus tard comme ça, c'est aussi un deuil de faire comme, Fuck, parce que ça recommence. Pas un deuil. Tu ne fais pas le deuil parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. Non. Mais c'est ça. Le deuil, il est venu plus tard parce que il arrive un moment, en tout cas, je ne sais pas pour Jean-Marie, mais pour moi, c'est à partir du moment où j'ai compris qu'elle avait un problème d'alcool, même si elle aura eu quelques périodes d'abstinence, j'avais compris que j'avais perdu ma mère. Je ne retrouverai jamais celle qui organise l'espèce de pilier de la famille, celle qui rassemble les gens. Non, c'était fini. Puis je me disais, même elle ne serait pas capable de revenir de là. Oui, c'est drôle. Puis on se l'est dit, à un moment donné, il y a quelques années, quand on a vu maman chirer puis descendre aux enfers, j'ai eu le feeling, sans en parler à personne, elle se relèvera pas. Elle va en mourir. Ça va se rendre... Elle, ce qui va faire qu'elle va arrêter de boire, ça va être la mort. Tandis que notre père, il est toujours tombé sur ses pattes comme un chat. Il y a eu des épreuves, il rebondissait. Il y avait eu un problème d'alcool, il était en thérapie, il rebondit. Il nous a drillé, il nous a programmé à « moi, je vais rebondir. Moi, je mourrai pas de ça. » Puis tu parlais de résilience. Papa était un exemple de résilience. Parce que justement, l'exemple, comme tu le dis, Jean-Marie, tu reçois une claque en pleine face, tu mets un genou à terre, tu te relèves. Puis il l'a fait toute sa vie. Et ça, c'est un exemple, c'est vraiment un bel exemple à suivre. C'est ça qu'on fait aussi. Je pense qu'on a tous les deux, puis les autres dans la famille, beaucoup de résilience, mais c'est vraiment, je pense que c'était un modèle à ce moment-là de résilience. Puis je pense que maman, elle nous a montré l'envers de la médaille. C'est-à-dire, oui, il y en a qui sont capables de se relever, mais il y en a qui ne sont pas capables de se relever. Puis ça, pour moi, ça fait en sorte que aujourd'hui, à la Maison Jean Lapointe, oui, on a un rôle à jouer dans le cheminement, le rétablissement de quelqu'un, mais tu peux pas te valoriser puis aller chercher comme disons, la signification de ce que tu fais par la réussite. Non. C'est pas ça. Puis ça peut pas parce que tu vas être malheureuse si c'est ça ta façon de penser. C'est la personne est venue à la Maison Jean Lapointe, tant mieux si elle fait un bout de chemin puis que ça marche. Mais si ça marche pas, ça m'enlève absolument rien parce que je suis très consciente que c'est une maladie, comme le dit Jean-Marie, dont... potentiellement mortelle. Exactement. Et d'avoir eu un père qui, lui, s'est relevé, et une mère qui en est morte, ça a l'air plate à dire, mais ça nous montre toutes les facettes de la maladie et du potentiel mortel de l'addiction. Alors, quand tu grandis
à l'âge adulte, que tu travailles ou non dans le rétablissement comme ma sœur, mais tu vois que cette maladie-là a les deux antipodes potentiels. T'sais. Alors, pour moi, je trouve que c'est un avantage. C'est triste, là. C'est un cadeau mal emballé d'avoir perdu absolument. notre mère suite à l'alcoolisme. Mais en même temps, moi, je leur dis, hey, fais attention. Prends ça au sérieux, l'addiction que tu vis ou l'addiction d'un proche, parce que tu le sais que c'est potentiellement mortel. Si tu laisses, on entend souvent dans les réunions anonymes, j'ai tellement entendu de partages qui disent, c'est pas compliqué l'addiction, il y a 3 possibilités. En fait, il y en a une 4e. Les 3 possibilités, tu les as entendues, la prison, la folie ou la mort, ou le rétablissement. C'est vrai qu'on oublie de le l'oublie tout le temps mentionner de quand le même, dire. mais c'est quand même, pourtant, ça fait partie des options. Ouais. Puis il y en a des gens qui réussissent à s'en sortir. Puis quand vous avez parlé d'anxiété, là, ça, c'est venu me chercher parce que je pense que j'ai vécu les mêmes choses aussi avec mes parents. Puis c'est fou parce que, je sais pas, aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ça? J'imagine que vous avez fait du travail sur vous, puis tout ça, puis son propre rétablissement aussi par rapport à ça. Mais tu sais, quand on est enfant, c'est ça, on n'a pas cette compréhension, on comprend pas, parce que souvent, les gens vont me demander comment tu vivais ça, c'est donc bien triste, puis... Mais quand tu es un enfant, tu t'en rends pas compte de ça, mais tu te rends compte des impacts que ça a sur ta personne vraiment plus tard. Puis le tempérament anxieux, moi, je suis une fille super anxieuse, mais ça vient pas de nulle part, tu sais. C'est l'hypervigilance qui a été créée à l'enfance, c'est le stress de pas savoir comment... Mon père, il va être comment quand je vais me réveiller, il va, tu sais, de jamais savoir sur quel pied danser, dans le fond. Puis ça nous suit longtemps. Vous, comment ça vous a suivi ou comment ça vous a... J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez quand même évolué par rapport à ça, mais c'est quoi votre ressenti par rapport à ça? Bien, je vais juste répondre vite, puis c'est comme un peu un préambule à ta question puis à ta réponse. La réponse que j'ai envie de t'offrir, c'est que quand maman a commencé vraiment à boire, là, puis que ça commençait à être tellement toxique pour elle comme pour l'environnement familial, j'ai eu une réaction comme « Ah, fuck! Pas vrai! » On l'a vécu avec papa, on s'en est sorti, mais là, est tombé dans le même piège. Là, c'est comme si en moi, je me dis, ah, c'est-tu qu'elle est niaiseuse? Voyons donc, t'as passé ta vie à côtoyer un mari qui avait un problème d'addiction. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu tombes dans le même trou? C'est juste pour dire à quel point que l'addiction, là, est puissante en maudit, tu sais. C'est pas parce que tu côtoies quelqu'un qui a des problèmes que ça te met à l'abri toi-même de tomber dedans, tu sais. Alors, puis ça, ben c'est sûr que comme on porte ça en partie probablement génétique, mais aussi au niveau de l'environnement familial, bien, ça fait qu'on a vécu toutes sortes de problématiques, comme tu l'as dit. Oui. Alors aujourd'hui, oui, les thérapies, les lectures, les partages, les réunions anonymes m'aident énormément, moi, à prendre soin de moi, mais il reste qu'il y a des déclencheurs qui peuvent allumer fraction de seconde. Oui. Je fréquente une fille qui a un problème d'alcool et Colin, je vais avoir zéro patience. Hein? Ouais, ça vient toucher des pitons en dedans. Oui, moi, je parle des pitons. Là, mais je me parle, j'ai des outils, puis j'ai des amis dans le rétablissement qui m'accompagnent, avec qui on se fait des partages vraiment one-on-one. Mais c'est sûr que ça a laissé des marques. Fort heureusement, j'en suis conscient et je suis assez mature pour dire, si je suis en relation avec mon amoureuse, puis je la vois boire un verre de vin, puis je vois qu'elle a le vin joyeux, il n'y a pas de problème. Mais si je vois que ça chire, je vais lui dire. Je dis, ouf, ça là, ça me touche quelque chose. Tu sais, je vais te le nommer. Ou j'ai souvent le rejet ou l'abandon facile ou la culpabilité facile. Donc, si je le dis et que la personne fait attention à ses comportements puis à ses gestes, je vais prendre ça comme « Wow, OK, elle me respecte puis she cares. Elle fait attention à moi. » Mais il y a des gens qui sont plus type manipulateur puis ils peuvent savoir toucher les pitons parce que tu as dit « Écoute, j'ai des ondes de vulnérabilité qui sont probablement directement reliées à l'enfance et à la dépendance de nos parents. » Oui, absolument. Puis toi, de ton côté... En fait, c'est sûr que oui, aujourd'hui, oui, comme Jean-Marie dit, on a les outils, donc on est capable de passer à travers d'autres types de difficultés parce que, justement, si on parle de l'anxiété, on a eu à travailler là-dessus. Mais c'est sûr que... mais pour moi, je vais parler de l'anxiété. Moi, ça m'a suivi jusqu'à 40 ans. Là. Alors... je pensais que tout le monde vivait comme ça. Je ne savais pas que tu pouvais vivre sans avoir la boule dans le ventre. Je ne le savais pas. Et c'est après coup,
une fois que tu fais vraiment un vrai... tu te regardes dans le miroir, puis tu fais une vraie démarche thérapeutique, puis que c'est là que j'ai pu réaliser d'où ça venait. Mais Jean-Marie l'a nommé, c'est sûr que on avait un père très, très anxieux également. Fait qu'autant qu'il y a une partie génétique, il y a une partie qui est un conditionnement, je veux dire, un comportement appris, mais aussi, c'est là, je veux dire, mes plus lointains souvenirs, je suis anxieuse. Donc, je me dis... Il faut que ça vienne de quelque part. Et donc, c'est sûr que ça, moi, je pense que j'ai appris à bien le gérer. Je me retrouve directrice de la maison Jean Lapointe. Je peux pas être une anxieuse, là. Je veux dire, le fond est là, mais je gère des crises à longueur de semaine. Donc, je veux dire... Faut pas, là. Faut que tu désorganises. C'est ça. Fait qu'à ce niveau-là, ça va. Puis comme Jean-Marie, ben c'est sûr qu'il y a des relations... des dynamiques qu'on ne veut plus recréer. Absolument. Puis ça, je pense que sans cheminement personnel, tu recréerais les mêmes patterns. On le sait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tout le temps, continuellement. Alors, c'est sûr que ça, en étant très consciente, c'est sûr que je pense que je fais des meilleurs choix aujourd'hui. Puis je ne sais pas si tu... En tout cas, j'ai un peu la réponse parce que je te connais depuis quelques années, puis j'ai vu certaines dynamiques dans tes relations affectives. Mais est-ce que j'ai joué au sauveur, moi? Ben oui, j'ai joué au sauveur parce que j'étais valorisé là-dedans quand j'étais petit. Les amis de mon père me disaient « Hey, tu vas prendre soin de ton père. Hein? » Tu te fais dire ça, t'as même pas 10 ans. Non, c'est fou, tu te fais dire, hey, fais attention à ton père, hein, tu vas en prendre soin, tu sais, parce que c'est des amis, ils aimaient papa, puis aussi, c'est que papa, ben, c'est une personnalité qui est aimée, qui est connue et qui est admirée, sur qui on compte, quelque part. Donc, quand tu te fais dire, prends soin de ton père, ça veut dire que, hey, toi, là, t'es un bon garçon si tu t'occupes de tes parents, tu sais, si t'es le poteau de vieillesse de tes parents. Donc, moi, cette dynamique-là, qui était valorisante, et aussi à la fois stressante plus tard, ben j'ai compris qu'il y avait un gain à jouer au sauveur ou à prendre soin des autres. Puis je ne veux pas dire jouer au sauveur, parce que c'était pas un jeu, c'était même pas conscient. Ancré, c'est tellement ancré. Oui, c'est ancré, sauf que tu es valorisé là-dedans. Alors, quand tu rentres dans des relations affectives, même dans les amitiés, dans les relations amoureuses, c'est la même chose. C'est que j'ai souvent joué au thérapeute avec mes amis, avec mes blondes, parce que je savais que c'était bien vu aussi. Mais il y a beaucoup d'inconscient là-dedans. Alors, à un moment donné, tu réalises que, hey, pourquoi j'ai ces patterns-là avec les filles que je fréquente, tu sais? Puis à un moment donné, ben, en thérapie, tu comprends ces choses-là et tu te dis, bon, ben parfait. Et ça, c'était mon ami Jean-Pierre Chiasson qui m'avait dit, qui était un peu comme un grand frère pour moi, ou un père de substitution quelque part, tu sais. Puis Jean-Pierre, qui était beaucoup dans le milieu de l'addiction aussi, puis il m'avait dit... La différence entre toi et moi, là, c'est que moi, là, j'ai un cadre. Il y a des gens qui rentrent dans mon bureau, je suis médecin, il y a un cadre thérapeutique. Toi, tu n'en as pas de cadre. Tu n'as pas de cadre thérapeutique. Ça veut dire que les gens qui rentrent dans ta vie, c'est dans ta vie privée. Alors toi, si tu peux arriver à trouver quelque chose qui va te servir de cadre, et là, le bénévolat m'a amené ça. Parce que quand je suis dans le monde du bénévolat, peu importe les causes, il y a un cadre. Alors ça, moi, je ne sonde plus. Ou si je joue au sauveur, bien, je suis bénévole, c'est correct. Mais je ne traîne pas la même mission dans ma vie privée. Oui. Et ça a été long avant que je déclenche. Ah ouais, vraiment. Ça, c'est vraiment intéressant. Ben oui, puis on ne s'est jamais vraiment parlé de ça. Non. Mais moi, c'est ça que je dis, c'est, hey, c'est ça que je fais, tu sais, comme métier, là, du lundi au vendredi. Dans ma vie privée, je peux-tu pas faire ça? Absolument. Mais ça a été très long aussi. Ça veut dire que ça a pris des années, même une fois arrivée à la maison Jean Lapointe, de vraiment faire la part des choses, puis de me dire, ben là, c'est mon métier, puis c'est correct, puis comme tu l'as si bien dit, j'ai un cadre. Mais c'est sûr qu'à l'extérieur, dans ma vie privée, autant des relations amicales, là, mes amis, que mes amoureux, c'est sûr qu'il faut que il faut que je sois léger. Il faut mettre la switch à off à un moment donné, oui, puis c'est tout à fait normal. Chacun arrive avec un bagage, mais ce bagage-là, ça s'il te plaît, oui. non, parce que comme le dit Jean-Marie, ça vient me déclencher. Absolument. Alors moi, je suis pas aidante, puis on va avoir une relation qui va être toxique. Oui. Bien, c'est beau parce que vous avez cette conscience-là, mais je pense aussi que ça vient avec beaucoup de travail, là, parce que ce pattern-là, il est facile à... Disons que je me prends en exemple, je veux dire, moi, j'ai eu mes parents dépendants, puis tout ça, puis pendant un moment, je me disais... je suis correcte, j'ai compris la maladie, je peux accompagner des gens là-dedans, Puis quand je suis tombée en relation avec mon ex-copine, je me suis dit, OK, ben finalement, je suis pas guérie. Puis on n'en est jamais vraiment 100% guéri. Je pense pas que c'est un parcours qui est linéaire, là. Je veux dire, il y a des... C'est ça. Il y a des...
des fois des petits creux. Mais tout ça pour dire que moi, je pensais que j'étais outillée. Là. Quand j'ai su qu'elle avait des enjeux de consommation, je me suis questionnée, c'est sûr. J'ai fait comme, je vais-tu pas? Puis je suis allée, parce que c'est tellement ancré, tu sais, tu parlais du fameux syndrome du sauveur. C'est tellement ancré en moi, parce que toute ma vie, c'est ça que j'ai connu, en fait. Prendre soin de mes parents. Prendre soin de ma mère, prendre soin... Fait que c'est tellement difficile, quand tu arrives dans une zone plus affective, de se détacher de ça, de faire comme, c'est juste naturel. Puis comme tu dis, c'est valorisant quelque part. Oui, mais Camille, tu es dans une zone de vulnérabilité. Tu vois pas clair, tu es en amour, tu es avec tes parents, tu es en zone de vulnérabilité. Alors, quand on est vulnérable, il y a des affaires qui nous rentrent dedans, puis on n'est pas toujours consciente. Mais à un moment donné, tu prends du recul, puis tu dis, oh boy, attends une minute, là, je suis en train de reproduire un pattern, puis je devrais pas avoir ça dans ma vie privée, pas avec mon amoureuse ou avec mon chum, tu sais. Et c'est là que c'est différent. Et là, tu as déclenché, tu as allumé. Oui, absolument. Ben oui, j'ai déclenché, puis c'est ça, mais... c'est que je suis quand même allée, tu sais, puis je m'en suis voulu beaucoup au début. Je me disais, pourquoi je suis allée? Je savais que ça allait déclencher des choses. Mais c'est le travail d'une vie. Absolument. Puis je pense que cette personne-là était positionnée dans ma vie pour une raison. Comme je disais à Jean-Marie tantôt, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. J'apprends des choses, puis tu sais, il en ressort du beau parce que j'ai décidé aussi de créer le balado pour ça, de pouvoir un peu comme... On peut-tu en parler, tu sais? Ah oui, puis les red flags, là, on les voit... mais on les écoute pas tout le temps assez. Mais ils sont là. Ils sont là pareil, tu sais. Parce qu'en même temps, on est enivré, on est dans la passion, on est dans l'attirance, on est dans la chimie, on est dans « Hey, j'ai envie d'être aimé, tu as un besoin. » Alors, c'est là que nous, le cheminement, je parle au nous parce que ça ressemble beaucoup, le cheminement de vigilance, puis de décoder, puis de détecter des affaires. Je suis beaucoup plus outillé, mais il faut que je reste humble parce que si je perds ma garde, si je perds ma vigilance, je peux me faire enfirouaper pareil. Oui, c'est ça, c'est normal. C'est tellement là, oui. On s'est tellement souvent appelés pour se parler de nos relations qu'on vivait. Oh mon Dieu! C'est comme autant Jean-Marie a dû dire, mais va-t'en, que moi aussi, il y a une couple de personnes, je suis là, mais non, Jean-Marie, ben non, tu peux, ben non. Est-ce que vous partiez ou vous restiez? Ben, ça a toujours... c'est des relations qui n'ont jamais fonctionné, ce soit parce que ce soit la personne qui a terminé la relation ou nous. Mais je pense qu'avec l'expérience, je pense chacun, on a été capable de faire « OK, non, je reconnais des traits, puis je pense qu'avant, justement, que ça aille trop loin, on va... » Mais j'ai jamais senti que Babette, c'est son surnom, là, Madame Anne-Élisabeth, mais que Babette ne me jugeait. J'ai jamais senti son jugement, même si je tombais dans le même astifi de trou, dans le même pattern. C'est sûr qu'elle devait rire, mais en même temps, elle sait qu'elle n'est pas mieux dans certains aspects de ses relations. Alors, quand c'est à mon tour de l'écouter, là, c'est poumonner, puis de oh my God, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, c'est ça l'addiction, c'est ça la maladie, et c'est ça côtoyer une personne qui souffre d'addiction. Je veux dire, nous, on est à la fois juge et partie prenante. On était pognés là-dedans. On a toute notre tête, on comprend, mais c'est comme déconnecté avec le cœur et les tripes, tu sais. Oui, mais c'est comme si la tête, ma thérapeute m'avait dit ça à un moment donné par rapport, on travaillait beaucoup en gestion d'émotions, puis elle m'avait dit, c'est comme si ta tête puis ton cœur étaient comme pas connectés ensemble. Tu sais, il y a comme une déconnexion, puis bon, ça aussi, là, c'est le travail d'une vie, mais c'est ça, il y a comme quelque chose de... C'est ça, de déconnecter, de pas rationnel aussi dans des situations comme ça. Là. Moi, je me suis rendu compte beaucoup de ça. Quand on côtoie la dépendance, on devient complètement irrationnel, en fait. Là. Oui, puis ce que l'inverse est aussi vrai, Camille, puis c'est important de le dire, c'est que par souci de survie, j'ai été très, très dans le rationnel. Parce que mes émotions m'ont fait souffrir. Dans le sens que je ne veux pas dire que les émotions m'ont fait souffrir, je ne savais pas comment les gérer, je ne savais pas comment les vivre. Alors, quand tu apprends tranquillement, pas vite, que ça va faire mal, on reste dans notre tête. Et là, je prends des décisions cartésiennes, rationnelles, autant dans mes relations affectives que dans le travail, parce que je sais que j'aurai pas de souffrance, j'aurai pas de la peine. Et ça aussi, c'est un mécanisme de survie qui fonctionne jusqu'à ce que ça casse. Et quand ça casse, tu te ramasses en thérapie, puis là, tu apprends à vivre tes émotions, à ne pas les censurer, à commencer à les décoder tranquillement. OK, c'est quoi que je ressens exactement? C'est une boule, ça fait mal, mais c'est quoi? C'est de la peine, c'est de la tristesse, c'est de la culpabilité. C'est quoi que tu ressens? Donc, tu sais, moi, j'aime beaucoup citer Guy Corneau qui dit
lorsque nous mettons des mots sur nos mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Et ça, quand tu apprends ça en thérapie, tu fais des pas de géant. Mais il y a de la souffrance qui est en dessous de ça, qui t'amène à cheminer aussi. Absolument. Parce que tu n'arrives pas en thérapie quand tout va bien. Hein? Non, on jamais. ne change pas par vertu, on change par nécessité. C'est drôle Ouais. parce que Jean-Marie, lui, comment il gère ses émotions, bon, il le dit, il devient très cartésien. Moi, je suis une rêveuse. Moi, je rentre dans ma bulle, puis c'est là que il n'y a plus rien, tu sais. Tout est beau, c'est le monde des calinours, là, tu sais. Puis, à un moment donné, comme tu le dis, c'est comme année, les calinours sont plus là. Puis là, tu fais face à la musique. Puis je me rappelle très bien d'être allée voir la psychologue, puis de lui dire... Je suis pas contente d'être ici. J'étais bien dans le déni. Oui, mais ça fait son temps, le déni, c'est ça. Ben oui. C'est vrai que c'est le fun, le déni, mais à un moment donné, ça nous rattrape, on n'a plus le Ben choix. non, là, ben tu c'est sais. ça. Ben, c'est parce que le rêve est fini. Là. Non, mais Fait que puis- c'est ça. Fait que je suis vraiment pas contente. Mais bref, mais c'est ça. C'est pas parce que c'est « Oh, aujourd'hui, je vais aller consulter. » Ah, non, non. c'est parce que tout chire, puis t'as toujours le choix. Mais pour moi, je sentais que si je m'en allais pas, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Ah ouais, hein. De quoi, on ne le sait pas trop. Ah, D'anxiété, tu veux dire? Ouais, j'allais mourir. Mais J'allais- ça fait mal. De mal. Oui, de, ça de fait mal. malaise. douleur Je fait comprends ce que mal. ça fait. Non, oui, oui. le mal-être, Ouais. je me suis dit, il faut que je fasse ça, sinon je vais mourir. Je sais pas de quoi, mais je vais mourir. C'était relié à ta mère, ça? C'était relié à la dépendance ou c'est juste dans ta vie en général? Non, j'étais pas c'était- capable de mettre le doigt dessus. OK, c'est ça, c'était J'étais trop... pas capable. C'est du jour au lendemain, tu n'es plus capable de fonctionner, puis tu sais pas pourquoi. Puis L'accumulation. c'est avec un travail que tranquillement, tu sais, tu t'enlèves Des couches. C'est des un couches. orange, puis tu Ouais. épluches, c'est vraiment Et ça. cette douleur-là, ce mal-là et cette peur de dire « je vais en mourir », ça fait consommer. Parce que quand tu découvres la consommation, tu dis « quel beau médicament ». Et parce que j'ai goûté, parce que j'ai vécu l'apaisement que m'apporte la conso, j'ai compris mes parents. Oui. Contrairement à moi qui n'ai pas vécu cette problématique-là, mais je comprends quand même qu'est-ce que ça vient faire, évidemment, là, de consommer, mais je pense que, tu sais, très souvent, les enfants vont développer aussi des problèmes de consommation et pourtant, ils ont souffert de la consommation de leurs parents, puis ils s'en veulent, puis ils comprennent pas, Ah mais ouais. tu sais, il y a une grosse partie, comme on le dit, c'est génétique, puis Ouais. Ben, c'est un mal Mais t'es pas à familial. l'abri de... C'est T'es ça que jamais l'on à veut la... dire. T'es non, pas à c'est l'abri. ça. T'es pas à Mais l'abri. personne Non, dans le fond. personne Non. n'est à l'abri. Encore moins ceux qui ont des prédispositions à la fois génétiques Oui. et environnementales ou Oui. épigénétiques. Donc, c'est sûr que dans le bain dans lequel on a mariné dans notre enfance, dans l'adolescence, on a eu certaines fragilités, prédispositions à. Et encore là, tu as 2 exemples. Même parents, même exposition, mais il y en a un qui a des fragilités qui, lui, c'est sûr, je peux pas consommer. Puis Babette, elle, non. Mais Ça, c'est fou, pour ouais. moi, ça a été... Puis ça, je pense qu'on s'en était déjà parlé, c'est que chez nous, il n'y avait pas d'alcool. À partir du moment où papa est devenu sobre, il y avait de l'alcool dans la maison, mais je veux dire, personne consommait. Il y avait de l'alcool dans les parties, comme disait ça. Jean-Marie. Mais ce que je suis capable de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne nous a pas appris à consommer de façon récréative, découvrir le goût d'un bon vin. Nous, on a appris Non. que l'alcool, c'est pour te saouler. L'alcool, Ouais. c'est pour fuir tes problèmes. L'alcool, il y avait comme... Et donc, C'est moi, vrai. ça a été très... Moi, je voulais pas boire. J'ai pas bu jusqu'à très, très tard. Puis, à partir du moment où tout le monde... Un moment donné, t'es écœuré de te faire dire « T'es bien plate, tu fumes pas, tu bois pas. » Bon. Fait qu'un moment donné, je me suis dit « OK, ben, je vais essayer de boire comme mes amis. » Mais eux, ça fait des années qu'ils boivent. Fait que je finissais malade. Fait qu'un moment donné, tu fais « Ben, c'est vraiment pas le fun. » Non, c'est vraiment pas le fun. Puis à partir du moment où maman a consommé à boire, puis c'est pas comme une vie à devenir Non. dépendante. Ça a été boum, je bois et maintenant je suis dépendante. Fast lane. Elle a pris Vraiment. la voie C'est fou, rapide. La pareil voix. quand Et même. là, quand j'ai vu justement, parce que notre mère, elle a piqué du nez très vite, puis que je la voyais, elle était pratiquement 24 heures sur 24. Ah ouais. En état d'ébriété, Ah Ah ouais. couché sur le divan, couché dans son lit, déprimé. C'est là que, puis, tu sais, toi, à un moment donné, t'es parti en appartement. Lui s'est dit, il On faut me que je me sauver. sauve. Ouais.
papa qui dit, ben moi, j'ai des tournages, j'ai ci, j'ai ça. Babette, il faut que tu restes à la maison parce qu'il faut s'assurer que maman se fasse pas mal. Puis que tu es là, ta soirée, tu sais, c'est de regarder ta mère. C'est sûr que moi, à un moment donné, il y a vraiment eu comme une espèce de décision. C'est sûr qu'elle tient à peu, mais je me suis dit, jamais je vais me laisser aller jusque-là. C'est sûr, la dépression peut t'attraper au détour, puis tu auras beau avoir fait cette promesse-là. Tu peux pas... Mais en même temps, pour moi, jour après jour, là, moi, j'étais à l'université, là, puis je rentrais le soir, puis je regardais ma mère. À un moment donné, tu fais... Tu sais, comme on s'est dit, elle ne se relèvera pas, mais en tout cas, moi, je ne me rendrai pas là. Puis si un jour, je vais là, ben, je vais faire comme papa, puis je vais me relever. Et ça a été ça un peu pour moi. Je pense, mon facteur de protection, ça a été ces images-là de maman qui sont... Ben, c'est des images tellement marquantes. Puis c'est fou parce que ça me fait penser, on n'a pas beaucoup parlé de nos vécus ensemble, mais j'ai l'impression qu'on a vécu un peu les choses de la même manière parce que moi aussi, je ne suis pas quelqu'un qui consomme dans la vie. Je vais boire une fois de temps en temps, mais comme puis premièrement, j'ai une très, très mauvaise tolérance. Moi, je prends un verre de vin, j'ai une migraine pendant 3 jours. Fait que c'est bon, parce que j'ai pas le problème. Mais j'aime ça une fois de temps en temps, tu sais, mais sans que ça soit problématique. Puis je me souviens, même quand j'étais jeune, même quand j'étais enfant, tu sais, puis qu'on me demandait... Je me souviens que déjà très jeune, j'avais cette conscience de ce que je voyais, en fait, dans mon milieu familial. Puis je disais toujours, moi je veux pas devenir... comme mon papa ou comme ma maman. J'étais capable de le nommer. Puis même à ce jour, je les ai tellement vus souffrir. Ça a tellement été marquant pour moi de les voir comme ça. Puis tellement, tu sais, des moments aussi où ils ont été malades. Ou... Je me suis promis, j'ai fait cette promesse-là avec moi-même. Je me suis dit, jamais, je ne veux pas vivre ça. Pour moi-même, mais pour les gens autour de moi, puis même pour mes parents, en fait. J'ai pas... Puis, thank God, que moi, je dis toujours que j'ai un ange gardien quelque part parce que j'aurais pu tomber dans la dépendance au même titre que parce qu'on a grandi. Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que je suis pas dépendante, mais ça m'a jamais intéressée, en fait. Fait que je trouve ça... moi aussi, c'est ça. C'est un peu comme une promesse à moi-même qui vaut ce qui vaut parce que il peut arriver quelque chose demain, puis mon réflexe va peut-être être de consommer quelque chose. On le sait pas. On n'est mais pas à l'abri, je me dis, on a des maudits beaux facteurs de protection. Je veux dire, je suis la DG de la maison Jean Lapointe. Il n'y a pas, meilleur facteur de protection. Bien, c'est que tu as une responsabilité, puis cette responsabilité-là, tu l'as aussi parce que tu es devenue maman, tu es devenue responsable presque monoparentale pendant plusieurs années. Le papa était moins présent. Et ça fait que, hey, wow, t'as une minute, puis t'as fait un retour aux études. Donc, le côté, hey, je dois bien aller parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Et ça, c'est tout à ton honneur. Mais encore là, la maladie peut être tellement forte. On en connaît des belles personnes qui perdent le contrôle. T'as beau avoir une grosse job, des enfants, ils se désorganisent. C'est ça qu'on reçoit à la maison Jean Lapointe. Je veux dire, c'est ça. Et ce qui est sournois dans la maladie de l'addiction, le A majuscule, l'addiction, parce que si toi, tu dis l'alcool, je le tolère pas, ben moi, c'est la même affaire. D'autant plus que j'avais été traumatisé par l'alcoolisme de mes 2 parents. Moi, j'ai pris mon premier verre, je pense que j'avais 34, 35 ans. Ah ouais, OK, quand même. Ouais, mais moi, je buvais ces breaks en tabarnouche parce que j'avais trop peur de répéter le pattern. Mais j'ai découvert le buzz du cannabis. J'ai découvert d'autres substances qui m'ont fait m'allumer comme un arbre de Noël. Et là, je suis tombé dedans parce que je me dis, hey, c'est pas l'alcool. I'm safe. Mais c'est pas... C'était, dans le cerveau, là, c'était le party, c'était la récréation. Donc, oui, là, j'ai tout arrêté, ça fait presque 20 ans, sauf que c'est avec le recul, tu te dis, faut que je sois vigilant parce que la substance est là. Tu sais, dans les salles de meeting, cette image-là est tellement puissante. La maladie de la dépendance est tellement forte là, que toi, pendant que tu es dans la salle de meeting, en rétablissement en sécurité, mais l'addiction est dans le parking, puis elle fait des push-ups. Elle est là, puis elle se prépare. Elle s'entraîne pour te sauter dessus quand tu vas être trop confiante, vulnérable, plus vigilante du tout, parce que tu dis, ben non, je tomberai pas là-dedans. Watch out. C'est une maladie qui essaye de te convaincre que tu n'es pas malade. C'est ça qu'elle fait. Même des amis, j'ai une de mes chums qui me texte un matin, moi je suis au gym, elle aussi est de l'autre bord du gym, elle dit, j'ai eu une rechute, j'ai recommencé à fumer. Fuck! Puis elle, c'est son combat. Elle, c'est pas la bouffe, c'est pas le sexe ou le gym, sa dépendance, c'est le stifi de cigarette. Puis parce qu'un de ses chums, il dit, regarde, moi, j'arrive dans un bar, je peux prendre un verre, puis je sors dehors fumer une petite cigarette, je suis correct. Hey, as-tu acheté ça, elle? Oui, c'est clair. Elle s'est dit, moi, je vais être correct aussi. Elle l'a essayé, ben non, ça marche pas. Effectivement, peu importe
la substance qui t'amène à un buzz, faut être vigilant. Ou le comportement, là. Ouais, exactement. Ouais. Puis quand tu parlais, j'aimerais ça revenir un petit peu à quand tu parlais de ta maman, puis tout ça. Comment, à ce moment-là, quand tu vivais cette situation-là, mettons dans le deepest, mettons, là, ça a été quoi comment t'as fait pour passer au travers de ça? Ça a été quoi tes outils? Comment Je me pose la question souvent parce que j'étais probablement à un pic de mon anxiété. À un moment donné, je me suis fait mon premier chum. Alors, c'est sûr que j'avais comme une espèce de sortie de secours là, où je pouvais aller au moins quelques heures. Et donc, puis je suis une rêveuse, je suis dans ma bulle. Alors, c'est sûr que ça a été beaucoup ça, là. Alors, me sauver soit chez le chum, chez les amis, tout ça, dès que je pouvais. Mais sinon, ça a été dans les pires années de ma vie. Alors, tu sais, je le disais avec le grand sourire, là, mais ça a été probablement... Ça a duré 4 ans, puis ça a été 4 ans d'enfer. Je me rappelle, je pars en voyage... j'appelle à la maison, puis ça répond pas. Tu sais, on n'est pas dans le temps des cellulaires, là. Hein? Non. Puis il n'y a pas de répondeur, il n'y a rien. Fait que tu raccroches, tu fais, bon, es-tu tombée, elle s'est blessée, es-tu morte? Ah, elle est peut-être en thérapie quelque part, elle est peut-être, on le sait pas trop. Puis cette espèce d'état où tu n'as aucune idée qu'est-ce qui arrive, mais tu te doutes bien qu'elle va pas bien. C'était épouvantable. Ce qui fait qu'à un moment donné, t'oses plus appeler, t'oses plus... parce qu'à un moment donné aussi, ils ont eu une maison à la campagne et un pied-à-terre en ville. Alors, quand elle était à la campagne puis qu'elle répondait pas, tu sais, alors, tout ça fait que tu es toujours dans un état... Moi, c'était l'anxiété, là. Ça se manifestait, Puis, incapable de on dit, il faut que tu bâtisses ta carapace. Non, il n'y avait pas de carapace, là. J'étais pas capable. Là. Non, c'est ça. J'étais juste vraiment à fleur de peau, tout le temps. Ouais. Est-ce que tes amis, tu sais, toutes les filles que tu as eues, qui sont encore présentes dans ta vie, là, je veux dire, elles ont connu maman heureuse. Ouais. Moi, mais j'ai des chums qui ont des souvenirs de ma mère étant heureuse, étant drôle, belle, élégante. Puis ma sœur, si tu la regardes, c'est presque une copie conforme de ma mère. C'est pour ça, moi, je regarde encore mon père. Des fois qu'il te regarde, je dis, Chris, il voit maman. C'est sûr il doit fondre. Quand Babette lui demande de quoi, c'est sûr qu'il dit oui. Il n'y a aucun crise de contrôle. Il ne peut pas lui dire non. Il ne peut rien refuser. Mais sauf que mes amis qui ont connu ma mère heureuse, ils l'ont connue aussi en plein désastre, en pleine déchéance. T'sais. Alors que moi, mes amis, non. Je n'ai plus jamais invité personne à la maison. Alors, ils n'ont juste plus jamais revu ma mère. Mais est-ce que tu leur en parlais? Non. Non? Toi? Hein? Oui. Ah ouais, j'avais eu ça. Sylvain Boudreau. Oui. Parce que Sylvain, mon grand chum de Québec, son père est alcoolique. Son père est allé en thérapie. Donc, moi, j'ai 12 ans. Je suis dans un camp de vacances. On tripe, c'est aux États-Unis, le camp Tekakwitha. Puis Sylvain vient me voir, il y a 12 ans, 13 ans, tu sais, puis il dit « Hey, t'es le fils à Jean Lapointe. » Puis ça, regarde, fils à Jean Lapointe, je me le fais rincer les oreilles, je veux dire, constamment, puis ça devient dole. Sauf que t'es le fils à Jean Lapointe. Hey, mon père aussi est alcoolique. Ah là, j'étais pas le fils d'une vedette, j'étais le fils d'un alcoolique. Et ça a changé la dynamique. Donc, nous, quand on se parlait, on savait ce que ça voulait dire, la peur, l'anxiété, la honte, la gêne. Et ça, c'était... j'avais 12 ans. Ouais. Bien, ça fait tellement du bien de connecter avec quelqu'un qui vit les mêmes... Parce que c'est ça l'affaire, c'est que la dépendance, ça touche pas mal plus de monde qu'on pense, finalement. Puis, c'est pas tout le monde qui... c'est tellement tabou, les gens ont des préjugés par rapport à ça, les gens comprennent pas que c'est une maladie. Fait que quand tu peux connecter avec quelqu'un, surtout quand t'es un jeune ado, tu sais, qui a les mêmes enjeux que toi, ça doit tellement être... C'est un cadeau, là, parce que... C'est une thérapie. C'est ça. C'est salvateur et c'est aussi à la fois, tu veux t'évader de l'univers de la souffrance, de l'alcoolisme de tes parents, puis en même temps, tu as un petit espace où on peut en parler. Mais en même temps, Sylvain, j'ai des grands chums avec qui je pouvais être totalement transparent, mais la particularité de Sylvain, c'est qu'il savait comment je pouvais souffrir à l'intérieur et dans le silence, et dans la honte et dans la noirceur. Il savait, il vivait la même chose, tu sais. Alors nous autres, là, notre amitié a été construite sur cette base-là, puis 40 ans plus tard,
45 ans plus tard, on est encore des grands chums, sauf que la fondation est solide et elle n'a pas été, j'allais dire, temporaire. On va s'accompagner en attendant que ça aille mieux, puis quand ça va aller mieux, bye-bye. Mais non, ça va mieux aujourd'hui, puis on est encore des grands chums. Oui, donc, j'ai été très privilégié et c'est ce qui m'a probablement empêché de sombrer ou d'aller dans les meetings à l'ANON ou à l'Athéne pour les enfants ou les adolescents. J'en avais pas besoin, j'avais Sylvain. Et j'avais des figures paternelles ou maternelles de substitution, des profs au cégep, des profs au secondaire avec qui j'avais des relations, des conversations hyper profondes, avec qui je pouvais établir des choses, mettons, avec Danielle Gosselin, qui était mon prof de psychologie au cégep. Je pouvais ventiler avec elle et j'avais un modèle devant moi d'une femme équilibrée, heureuse, qui avait le vin joyeux, qui avait une belle famille. Je dis, oh, c'est le fun. Elle m'a vendu le concept que ça existe des femmes matures, heureuses, qui ne sont pas alcooliques. Oui. Hey, c'est le fun, ça. C'est un bel exemple. C'est un bel C'est exemple. incroyable. Alors que moi, j'avais pas cette possibilité-là. J'aurais pu. Je pense que la plupart de mes amis auraient peut-être eu de la difficulté à comprendre. Mais il y en a d'autres, oui, parce que c'est des années plus tard que, enfin, on se parle et que je réalise, j'avais une de mes meilleures amies, était chez moi tous les soirs après le souper. Puis elle retournait chez elle le plus tard possible. Wow. Et je ne savais pas pourquoi. Je pensais que c'était bien le fun chez nous. Tu le sais, Ben il y avait oui. des chips, de la liqueur, de la cochonnerie. Puis des arcades, puis des jeux. Des arcades, puis tout ça. Puis c'est pratiquement 20-25 ans plus tard qu'elle m'a dit, ben non, elle dit, moi, mes 2 parents buvaient. Elle dit, je m'assurais qu'ils mangent. Elle a attendu tout ce temps-là pour te le dire? Oui. Oh Puis my elle God. dit, je m'assurais qu'ils mangent. Puis je partais après parce que de toute façon, eux autres, c'était le party. Là. Wow. Puis elle dit, je venais chez toi. Puis probablement qu'elle se sentait bien parce qu'à l'époque, ma mère buvait pas. Mon père avait fondé la maison. Probablement que c'était un petit oasis de paix pour elle. Là. Mais ça me l'a dit, tu sais, il y a quelques C'est années. hot, wow. Puis tu fais comme, oh mon Dieu. Puis une autre aussi qui me parle de l'alcoolisme de son père, etc. Mais jeune, probablement qu'on était tous dans la honte. Puis on n'osait pas, puis on savait pas trop comment. Puis j'ai eu de très bonnes amies, cela dit, puis heureusement que j'avais beaucoup d'amis, puis je pouvais aller dans telle gang, fait que j'étais capable, moi, c'était l'évasion, c'était de fuir. Oui. Fait que j'avais beaucoup d'opportunités d'aller fuir. Moi, et puis, à un moment donné, je me suis questionnée. Moi, je suis une club kid, là. Moi, là, j'étais dans les clubs jusqu'à 3 heures du matin, puis après ça, là, si ça continuait, ça pouvait continuer. C'était mon évasion numéro 1. Je buvais même pas d'alcool. Moi, c'était de pas être à la maison. Mais Ouais, ça je m'a pris comprends. des années à comprendre. Puis c'était même pas comme si j'étais là, puis je flirtais, puis j'essayais de... Non, c'est comme, je suis dans ma bulle, la C'est ton musique moment, est là. forte, puis je danse, puis j'oublie quelques heures. L'enfant. Comme on cherche à oublier... en buvant ou en consommant des substances. Moi, c'était C'était le rêve, c'est l'enfant rêveur encore. Ouais, C'est le monde absolument. en parallèle complètement. dans lequel tu t'évadais. Puis tu sais, tu te rappelles sûrement, j'étais toujours dans ma chambre, mes écouteurs, Oui. j'écoutais de la musique. Ouais. J'ai passé mon adolescence enfermée dans ma chambre à écouter de la musique et à rêvasser. C'était le seul moment où j'étais bien. Je sortais de ma chambre, j'étais plus bien. Écoute, je fais ça encore aujourd'hui. Ah je ouais, hein? rêve assez. Et quand j'écoute ma musique, je me transforme en Spider-Man, super-héros, comme je le faisais quand j'avais 8, 10, 12 ans. Tu sais. Je le fais encore. J'écoute telle musique et je fly. J'ai un monde en parallèle dans lequel je suis un super-héros inatteignable, Invincible. invincible. Puis c'est drôle, je le fais encore. C'est drôle parce que Marie faisait ça, notre sœur aînée faisait ça. On avait tous des mondes imaginaires. En ouais, le casque d'écoute, en ouais, dans la musique, c'est spécial. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est sûr que je regarde ce comportement-là. C'est sûr que c'était vraiment un mécanisme De défense. de défense, de protection, Ouais. qui, s'il avait fallu que ça se poursuive dans ma vie adulte, aurait été vraiment un signe de probablement une manifestation de problèmes de santé mentale. Là, c'est pathologique. Là, à Ça ce moment-là. devient Probablement. exactement. Mais ça m'a sauvé les années où il n'y a rien. T'es vraiment... je me sentais protégée du monde extérieur, même si je ne comprenais pas que le monde extérieur, c'était une menace ou c'était... J'étais vraiment là... vraiment Ouais. le Mais bubblehead, là. c'est vraiment un mécanisme de défense. Là, puis c'est vraiment...
Tu sais, c'est ça, quand on est jeune, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, mais on n'a pas la conscience. Moi, j'ai réalisé, en fait, que... Parce que moi, j'ai grandi juste avec mon père. Puis j'ai réalisé, en fait, que les situations que je vivais, c'était peut-être pas normal quand j'allais chez mes amis puis que je voyais les parents ensemble. Puis là, je faisais... Moi, c'est pas de même que ça se passe chez nous, là, tu sais. Puis quand t'es enfant, c'est pas... Moi, j'avais d'autres mécanismes de défense. J'avais des problèmes de comportement à l'école. Moi, c'était ça. C'était des problèmes comportementaux dans le cadre scolaire, besoin d'attention plus que les autres. Parce que, bon, je vivais mes enjeux à la maison. Mais quand t'es enfant, t'as pas cette conscience-là. Fait qu'on a tous des mécanismes différents, mais c'est fou quand tu sors là, de ton chez-vous. Puis moi, j'avais mes petits amis, puis j'ai grandi à la campagne, moi, puis j'étais enfant unique. Fait que moi aussi, je m'évadais beaucoup moi, je faisais beaucoup de trucs extérieurs, là, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, fait que on jouait dehors. Mais c'était beaucoup ça aussi. Puis quand j'allais chez les amis, là, je me disais... Puis des fois même, c'est triste à dire, mais j'ai vraiment fait la paix avec ça, puis ma relation avec mon père aujourd'hui, elle est très belle, puis tout ça, mais tu sais, des fois, j'avais de la peine parce que je voulais ça. Je me disais, moi, j'aimerais ça, que ce soit juste calme, puis que je sois pas dans l'anxiété de me demander qu'est-ce qui va se passer, il va être trop saoul, il va... Tu sais, puis c'est fou quand tu réalises ça. Puis c'est des années plus tard, à un moment donné, que j'ai réalisé, bien, j'ai fait comme, mon Dieu, ça avait tellement d'impact quand j'étais un jeune enfant, puis c'est pour ça que j'agissais de telle manière, tu sais. Mais c'est drôle quand tu dis t'allais chez tes amis puis tu voyais comment ça se passait. Ben, en tout cas, je sais pas toi, moi aussi. Mais nous, c'est aussi qu'on avait un père très connu. Fait que notre vie en partant était pas tout à fait normale. T'ajoutes avec ça les personnalités dans la famille, comme notre grande sœur, qui, moi, m'a généré aussi beaucoup d'anxiété. J'étais la plus jeune. Fait que c'est sûr que moi, malgré des moments où je pouvais être un peu clown, moi, mon but dans la vie, c'était de ne pas hésiter. Moi, mon but, c'était, je peux-tu m'effacer assez que plus personne ne va me voir? Parce que j'avais l'impression de déranger. J'avais l'impression de déranger beaucoup ma grande sœur. Puis j'avais l'impression qu'avec papa, il prenait beaucoup de place, qu'on n'avait pas beaucoup de place pour exister. Notre grande sœur prenait beaucoup de place. Tu sais, Jean-Marie moins, mais Jean-Marie, c'était le seul gars. Puis j'ai un statut particulier. Fait que lui, tu sais, il y avait 3 filles. Fait que c'est sûr que on disait, oui, mais pourquoi Jean-Marie a le droit? Mais c'est parce que c'est un gars! Puis on était là. Fuck, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, puis ce que mes sœurs plus vieilles pensaient, c'est-à-dire, oh, elle est gâtée, puis elle a plus de permission, j'en ai eu moins. Parce que les autres avaient fait des mauvais coups, ce qui fait qu'il y avait plein de choses que je voulais faire, que « Oh, non, parce qu'il s'est passé telle affaire, tu pourras pas y aller. » Puis à un moment donné, j'ai fait « OK, ben moi, je vais juste rentrer dans ma bulle, puis je vais essayer d'aller faire mes affaires. » Puis là, j'arrivais dans d'autres familles qui me semblaient des familles fonctionnelles. Ben oui. Puis j'aimais ça aller souper chez eux. Puis j'aimais ça aller dormir chez eux. En même temps, tu grattes un peu, puis ça allait pas mieux chez eux. Non, c'est ça. Mais en apparence, il y avait quelque chose de très apaisant. Ça va l'air des familles Von Trapp. Tous les années, c'est la mélodie du bonheur. Vraiment. Il y avait des chalets, il faisait des voyages en famille en Europe. Mais il y a toujours des vices cachés à ça. Nous autres, on peut pas. Hey, c'est capoté parce qu'on s'en est jamais parlé. Mais nos amis, moi, j'avais des amis à chaque année, c'est le voyage en Europe, avec toute la famille. Puis c'est sûr, on est 4 enfants, là. Mais à un moment donné, moi, j'ai réalisé, OK, papa puis maman, eux autres, ils voyagent en masse. Mais oui, l'année scolaire, puis nous, on est tous à l'école. Ben, c'est ça. Fait que ça devait être parce que 4 enfants, ça leur tentait pas. Fait que c'était comme un break pour eux. Exact. Mais moi aussi, j'étais là, tout le monde part, tout le monde voyage, tout le monde va faire du ski à fin de semaine, tout le monde. Puis on s'entend qu'on fait partie d'un milieu privilégié. Quand même, très. On est allé à l'école privée, donc on côtoie des enfants qui viennent de familles assez bien nanties. T'sais? Alors, c'est des gens qui ont des voyages. Ils vont au Mexique à Noël, puis ils vont en Europe l'été. Je pense que papa et maman auraient pu nous offrir ça, mais pas en tout. On ne l'a pas fait. Donc, on a été un peu, en tout cas, moi, je vais parler au jeu, j'étais envieux de mes amis, puis en même temps, eux autres, ils étaient envieux de nous autres parce qu'on avait une fucking de vie, là, all-star. Mais à Montréal, là, je veux dire, la grosse maison, la belle piscine. Puis, tu sais, c'est comme, tu vas aller voir tel show, mon père va nous avoir des billets. Tu sais, il y avait quelque chose. Puis, les belles voitures, tout ça. Fait que c'est sûr qu'on faisait l'envie de nos voisins, voisines, alors que nous, mais vraiment, secrètement,
sauf aujourd'hui parce qu'on en parle. Ouais. Mais nous, on était là, ben moi, j'aurais aimé ça avoir cette vie-là. Ah ouais, tout à fait. Tu sais, d'aller au McDo le dimanche après-midi après la messe, j'y allais avec mes amis les Perrault. Les autres habitaient à Mont-Royal. C'est eux qui nous ont fait découvrir le McDo parce que notre mère, elle refusait de nous amener. On n'avait pas le droit. C'est fou quand même. Des petites choses comme ça, mais qui fait que dans l'environnement, fait que c'est au-delà du fait qu'on a eu un père qui a eu des problèmes de consommation, puis notre mère. Fait que c'est pour ça que aller dans d'autres familles, il y avait quelque chose, c'est ça, une normalité qu'on n'avait pas. Puis à un moment donné, tu réalises, c'est sûr que tant que tu n'arrives pas à 18-20 ans, tu as l'impression que tout le monde vit la même vie que toi, mais à un moment donné, à partir du moment où tu catches que c'est pas pareil ailleurs, pour là, les autres raisons, ben là, c'est sûr que ça devient... Je trouve que c'est comme une prise de conscience qui est quand même difficile. Absolument. Et surtout le jour où tu dis, ben j'invite plus personne à la maison parce que je veux pas qu'ils voient ma mère comme ça, surtout qu'ils l'ont connue et ils étaient tous pâmés. Pâmés sur notre mère, puis tu sais, tout ce qui venait avec tu sais, la maison. Ah oui, la grosse maison à Outremont, les tableaux, les jeux, la piscine, les 3 frigidaires pleins. On avait un frigidaire dans le sous-sol avec des dingbats, des crèmes glacées puis de la liqueur. Écoute, c'était le Costco à la maison, là. Puis pas seulement ça, le pire, c'est, tu te souviens, grand-papa Mouni, le deuxième mari de notre grand-mère maternelle, lui, il a eu, à un moment donné, une partie de hockey. Il s'est fait... il a reçu la rondelle dans l'œil, puis il a perdu la vision d'un œil. Et il aurait pu poursuivre puis avoir comme beaucoup de sous. Bien, il n'a pas poursuivi. Bien, déjà, je ne me rappelle plus c'était quelle compagnie. On fait, oh mon Dieu, on se sent mal. Je ne sais pas c'est qui commanditait le hockey à ce moment-là. Fait que lui, il habitait à Québec. Et je ne sais plus si c'était la BAT ou quelle compagnie, envoyait des caisses de bière à chaque mois en guise de compensation pour grand-papa Mouni. Fait qu'en plus, nos amis, s'ils voulaient, ben dans le frigidaire, dans le sol, il y avait un frigidaire plein de bière. Il fait s'offrir une petite bière. Puis ma mère, elle était ben faites des parties ici. Elle voulait pas qu'on aille faire le party ailleurs. Puis écoute, eux autres étaient contents. Il y avait de la bière. Moi, je buvais pas. Je m'en foutais. Fait que mes amis pouvaient boire de la bière. C'est quoi cette affaire-là? Moi, je pensais que papa, il avait été porte-parole de Laurentide avec Jérôme Lemay. À l'époque, dans l'époque, étaient les Gérola. Il faisait de la bière, la Laurentide, puis il y en avait dans le sous-sol. Oh my God, c'est trop drôle. Ouais, il faut qu'on se parle. Hein. Il y a des choses pas réglées. Là. Besoin de faire c'était les caisses de bière de grand-papa. De grand-papa, oh my God. Fait qu'en tout cas, tout ça pour... Et puis là, Jean-Marie, il dit, tu sais, il y avait de l'alcool, il y avait une machine à sous qui donnait de l'argent américain, une vraie machine à sous. C'est comme un jeu, là. Oui. Puis notre père, qui aimait bien jouer, dans des soirées de fête, il faisait les soirées casino. Puis moi, quand j'ai commencé à travailler à la Maison Jean-Lapointe, j'étais intervenante pour le département du jeu pathologique. Et puis, j'ai pris tranquillement conscience que... Mon Dieu, on aurait pu tomber tellement facilement. Exposé, là. Pour les 50 ans de papa, tu te souviens? Ben oui. Les 50 ans... Party casino dans le sous-sol là, du musée Marc-Aurèle Fortin, à côté de la Maison Jean-Lapointe. Gros casino, toi, pour les 50 ans de papa. Je me souviens très bien de cet événement-là. Papa était dans sa bulle, là, tu sais. Mais c'est sûr que nous autres, là, exposés à l'alcool, exposés au gambling, exposés... Hallucinant. La drogue, il n'y en avait pas. Non. Ça ne tournait pas en toute à la maison. Mais le jeu, puis moi, mes amis arrivaient, puis voyaient la machine à sous remplie de 25 cents américains, elle est débarrée. Fait qu'en plus, eux autres, je pouvais leur donner un pot, puis là, ils jouaient. Puis s'ils gagnaient les 25 cents, ils me demandaient... Tu sais, moi, l'argent, je comprenais pas ça, là. Fait qu'eux autres, je peux-tu garder de l'argent? Je suis là. Ben oui. Puis nous, moi, ça me disait tellement rien, là. On jouait des fois, mais on préférait jouer moi, j'avais du fun dans Tabarnane. Puis quand je voyais les 3 bars, schling. Puis papa m'avait dit, ah oui, tu penses pas être gambling, toi? Tu penses pas être gambler? Et il me dit, tu devrais te voir, toi, les jambes qui te shakaient quand tu jouais à la slot. Mais puis pourtant, on n'est pas tombé là-dedans. Non. Moi, en plus, toutes les pensées erronées, tu sais, ça jouait aux cartes, là, des fois, à Noël, ou je sais pas. Puis là, papa, il dit, viens sur mes genoux, tu me portes chance. Depuis quand je te porte chance? De quoi on parle, tu sais? Mais c'était tout ça. Fait qu'on a grandi là-dedans. Puis c'est là, des fois, que je me dis, hey, j'ai été drôlement chanceuse d'être épargnée. Je suis pas seule, là, mais je veux dire...
par rapport à toute cette espèce d'environnement-là dans lequel... L'exposition précoce. Absolument. Hey, papa et maman avaient des amis de cartes. Ils jouaient au crib. Au crib, ouais. Ils jouaient au crib, ils jouaient aux cartes. Puis il y avait ça dans une petite pièce à la maison, l'espèce de petit boudoir de maman. Ils s'installaient. Mais, tu sais, bon, c'était banal, puis ça avait l'air même dol, honnêtement. Puis c'était hyper enfumé, 4 fumeurs. Oh mon Dieu! Puis c'était enfumé, là. Ils fumaient dans la pièce, là? Ben, c'était légal, fumer dans une maison en ce temps-là. Là, tout le monde fumait là-dedans. Là. Puis nous autres, on a fumé la fumée secondaire. Mais, je veux dire, moi, j'évitais ça parce que, ça sentait dégueulasse, puis ça avait l'air plat, ces jeux-là. Honnêtement, ça me disait absolument rien. Mais en rétrospect, tu dis, hey boy, qu'on a été stimulés jeunes, nous autres, à ça. De tout bord, de tout côté. Là. Puis tu parles de la cigarette. Les 4 enfants, quand on parle de comportements différents, même si les parents ont eu les mêmes problèmes, c'est Jean-Marie et moi, on n'a jamais touché à la cigarette. Puis nos 2 sœurs, elles, encore aujourd'hui, fument encore, ont commencé comme à 14, 13, 14, 15 ans. Moi, j'ai fumé un paquet, j'avais piqué un paquet de gitane de mes parents. J'avais fumé ça en cachette avec mon chum Martin Leduc, pas loin de la traque de chemin de fer où on voyait les trains passer. Avec moi, j'ai été malade. Ça te casse une envie de fumer de la cigarette. Ouais. Mais c'est fou comment on n'est pas tous touchés de la même manière. Hein? Justement, vous, dans une famille de 4, c'est intéressant de voir que chaque individu a son propre vécu par rapport à une situation. Puis c'est fou comment... mais en même temps... Tu sais, ce que je trouve le fun, puis je le fais pas nécessairement avec les autres dans ma famille, mais tu sais, Jean-Marie et moi, on en parle. C'est pas le sujet du jour, là, à chaque fois qu'on se voit. Mais quand on a besoin d'en parler, on le sait qu'on est là. On peut en parler. Puis, pour l'autre. Et c'est là que moi, je prends en tout cas conscience davantage, surtout de l'impact de l'alcoolisme de papa, parce que j'ai l'impression, puis Katou peut-être aussi est épargné un peu, je le sais pas, mais c'est ça, on n'a pas du tout... Mais non, vous avez connu papa Superman? Pas mal plus. Mais c'est ça, avec les autres, j'ai pas eu l'occasion, je me suis pas permise nécessairement d'en parler beaucoup. Mais regarde le temps, on est en 2025. Si on recule il y a 40 puis il y a 50 ans, ça n'existe pas des réseaux sociaux, ça n'existe pas des podcasts, ça n'existe pas des ressources d'aide anonymes, gratuites pour les enfants et les adolescents. Ça n'existe pas. Donc, on était beaucoup plus porté à garder ça pour soi. Vrai. Pour n'importe quoi dans la vie. Puis on peut bien être anxieux, là. Je veux dire, quand tu gardes tout en dedans, je veux dire, tout est pogné là. C'est comme... Mais j'étais bien à l'école. C'est ton évasion, encore une fois? C'était... Tu sais, on a été dans des écoles primaires, c'était des religieuses. Ouais. Puis, je me sentais, malgré tout ce qu'on peut dire, là, c'était pas parfait, là. Mais pour moi, arriver à l'école, je me sentais, je sais pas, c'était comme je me sentais je me sentais en sécurité. C'est ça, safe space, comme ils disent en anglais. Je me suis sentie en sécurité, le primaire, là, tellement que même la fin de semaine, on habitait à côté, quand j'étais rendue en 5e année ou 6e année, je marchais, puis j'allais voir nos professeurs parce que les religieuses vivaient là pour la plupart. Puis j'allais même passer du temps avec elles la fin de semaine parce que je me sentais bien. C'était vrai, c'était réconfortant. Le Mont Jésus-Marie. Le Mont Jésus-Marie, puis certaines sœurs. Certaines religieuses étaient réconfortantes. J'ai gardé le même prof de piano que j'ai connu au Mont Jésus-Marie, Sœur Violette Blais. Sœur Violette, qui m'a enseigné encore dans mes années du cégep et l'université, puis quand j'ai gardé un lien après. Mais c'est sûr que le parallèle, si tu regardes en 2025, aujourd'hui, merci qu'il y a ton balado, merci qu'il y a des ressources, merci qu'il y a des possibilités t'es un jeune, tu souffres en silence, tu as besoin d'aide. Il y en a des ressources. Puis même les jeunes, mais encore beaucoup d'adultes. Beaucoup. Tellement de gens ne savent même pas qu'il y a de l'aide pour eux. Puis quand... Tu sais, ça m'arrive parfois, c'est moi qui réponds au téléphone, tu sais, à la maison Jean Lapointe, où Jean-Marie me réfère du monde, puis je leur parle, ils appellent souvent parce qu'ils veulent évidemment sauver leurs proches. Puis moi, j'en profite, je dis, OK, oui, ben eux, ils pourraient, oui, vous pourrez donner les renseignements à votre proche. By the way, savez-vous, il y a de l'aide pour vous aussi. Puis on est des meilleurs porte-parole pour parler de ça. Puis c'est là que tu vois, quoi? Puis c'est là que moi, je m'aperçois, mon Dieu, que c'est pas assez publicisé, l'aide. Puis surtout qu'aujourd'hui, les proches des personnes dépendantes sont considérés comme des pères aidants. Exact. Et ça, c'est là que tu fais, mon Dieu,
tant mieux. Parce Oui. qu'il faut que tu te reconnaisses puis que tu saches qu'il y a de l'aide pour toi. Oui, absolument. Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup. fini? Oui, c'est fini, ça fait 1 heure pile. Oh, ben, Bon, Hey, on a été bons. professionnel. Oui, vraiment, Ça merci. coche. Merci tellement pour vos beaux partages. Puis, je suis vraiment... Puis merci encore parce que c'est toi qui as quand même initié ce projet-là. La maison, quand t'en as parlé à moi puis Judith, nous autres, on embarque. Oui. Surtout qu'on se disait, il faut parler plus du programme d'aide à la famille et Absolument. l'entourage. Il faut parler plus des proches. Et Ouais. puis, fait que merci d'avoir pensé à nous inviter ensemble. Surtout, Ben oui, mais C'est vraiment, rare c'était qu'on en vraiment parle. fun. Et quand ça C'est ça. arrive, c'est notre chum Penelope McQuaid qui nous invite à son émission de radio, puis Ouais. on est là pendant 8 minutes. C'est Là, ça, on c'est avait court, 1 heure. hein? Là. Là, vous avez été gâtés, là, vous avez pu en parler amplement. Ben, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Puis, Plaisir. c'est ça. On se dit à bientôt. Oui, Yes. oui, bien sûr. Merci beaucoup.